Alors, bonjour. Je voulais avant tout remercier ici Chandra pour m'avoir invité à faire cette présentation. Et je remercie aussi tous les participants, ceux qui sont en présentiel ici et tous ceux qui sont en ligne. Euh, alors, cette présentation veut être une présentation essentiellement ethnographique. Je voudrais en effet vous proposer quelques notes ethnographiques que j'ai pu collecter depuis le 2016 auprès des Gurungs orientaux du village de Laprak dans le district de Gorkha au Népal. Et avec cette intervention, j'aimerais premièrement vous proposer quelques réflexions qui concernent cette communauté de Gurungs orientaux. Je ne vous donnerai pas des réponses, mais je soulèverai quelques interrogations qui ont émergé pendant mon travail de recherche sur le terrain. Une première réflexion, elle porte sur des transitions linguistiques et aussi culturelles, ethnographiques que j'ai pu relever auprès des Gurungs orientaux. Est-ce que ça change aussi en ligne? Oui. Bon, alors. À ma connaissance, la plupart des études linguistiques et ethnographiques qui ont été conduites. Ah oui. Un tout petit peu. Oui, voilà, très bien. La plupart des études linguistiques et ethnographiques qui ont été conduites auprès des communautés Gurung du Népal ont été conduites principalement dans la partie occidentale de l'aire qui est habitée par cette communauté. Comme vous le voyez sur cette carte, les Gurung habitent dans l'aire que j'ai mise en évidence sur cette carte. Donc, il y a cette... Excuse-moi, c'est pas bon en fait sur Internet. Il faudrait sortir de ça. Oups, merde. Je suis désolée. C'est que je ne connais. Ah, il n'est pas partagé ici. Non, il est où le... On n'a pas fermé. Oh, Chandra. On n'a pas fermé, parce qu'en fait, si ça ne s'affiche pas bien, comment on affiche le PowerPoint? Ça, on peut dans ça, c'est sur mon c'est compliqué. C'est ça comme ça, c'est compliqué. Non, mais là, seulement avec toi, bien sûr. Ah. Je suis seulement l'assistante. Oui. Ok, allez-y. Mais il faut le remettre en ligne. Non, ça va. Les personnes en ligne. C'est coupé, là. Pour moi, avant, c'était... Là, c'est coupé. Ah, Ah, il faut rétrécir peut-être la partie. Ah, bien. Alors, sur Zoom, partager un nouveau peut-être. Je ne sais pas où et alors plus.
Je suis très désolée pour cette courte interruption. J'espère que maintenant on voit l'écran, on entend bien. Oui, je suis désolée. Non, rien, ça va. Pour déplacer, il suffit... Oui. Ah, je clique, parfait. Parfait, merci. Alors, je peux reprendre? Avec plaisir. Non, rien, ça va. La plupart des études linguistiques et ethnographiques qui ont été conduites auprès des communautés des Gurung qui habitent dans la partie occidentale de l'ère que vous voyez représentée ici, donc en particulier à l'ouest de la zone d'Uganda qui est dans le district de Parbat, dans la zone du Dhaulagiri. C'est pour cette raison qu'à partir de 2016, j'ai décidé de commencer une période de travail sur le terrain parmi les communautés de Gurung orientales, celles qui habitent principalement dans le district de Gorkha. Je vous montrerai plus tard, plus précisément, l'ère où j'ai conduit mes recherches. J'ai pu mettre en évidence, et c'est ce que je vous présenterai au cours de cette présentation, des importantes divergences linguistiques et aussi culturelles, surtout pour ce qui concerne le contexte plus large du chamanisme qui est pratiqué donc auprès des Gurung orientaux. En effet, je vous montrerai qu'à côté d'une transmission traditionnelle du savoir chamanique, donc une transmission qui s'organise par héritage à l'intérieur de la famille, j'ai pu mettre en évidence un autre type d'initiation que je définis surnaturelle et qui se déroule dans le domaine de la sauvagerie. Et je vous montrerai plus tard qu'est-ce que c'est cet espace de liminalité où des humains et des non-humains peuvent se rencontrer sur cette frontière qui n'est pas imperméable, mais qui se laisse traverser très facilement. Pour ce qui concerne donc mes expériences de recherche sur le terrain auprès des Gurung, depuis 2012, je travaille auprès des autres castes hindouistes Baoun et Chetri. En 2016, j'ai décidé de changer mon terrain de recherche. J'ai fait une première expérience de survey très courte dans l'ère de Manang en 2016. Et en 2016, j'ai visité pour la première fois le village de La Prak dans le district de Gorkha pour commencer en 2018 et en 2019 un terrain de recherche plus intensif. Après, comme vous le savez tous, il y a eu la parenthèse du Covid. J'ai pu repartir au Népal l'année dernière. Et dans quelques mois, j'aurai à nouveau la possibilité d'aller visiter le village de La Prak pour continuer mes recherches. Je commencerai par une brève présentation des Gurung et j'aimerais vous dire quelque chose pour ce qui concerne les questions linguistiques. Les Gurung, comme vous le savez, sont un groupe ethnique de langue tibéto-birmane qui vit, on l'a déjà vu, dans deux régions bien définies du Népal. Les Gurung occidentaux se trouvent principalement dans l'ère des Annapurna, donc dans les districts de Manang, de Tanaun, de Lamjung, et dans les districts vallonnés de Kaski, Siangja et Parbat. Les Gurung orientaux, par contre, vivent plus à l'est et en particulier dans le district de Gorkha et dans la partie occidentale du district de Dading. Il est donc important de mettre en évidence quelques informations qui touchent à cette langue car ça sera utile pour ce que je vous raconterai plus tard. Donc, la langue Gurung est identifiée par Schaffer comme appartenant à la Bodic Division qui regroupe les langues Tamang, Gurung, Takali et Manang. Le recensement de 2011 atteste qu'il y a 325 000 locuteurs de la langue Gurung et il existe aussi des études dialectologiques qui datent des années de 1974-80 pour les études très intéressantes de Glover et Landon. Plus tard, Van Drier a conduit d'autres recherches qui concernent la dialectologie de ces langues.
on peut dire qu'il y a 3 dialectes, 3 variétés de gurung qui ont été identifiées. Un gurung occidental, un gurung méridional qui serait localisé dans le district de Sianja, et ce qui m'intéresse tout particulièrement, un gurung oriental qui serait localisé, mais vous le voyez sur la carte, dans les districts de Lamjung, de Tanaoun et dans la partie occidentale du district de Gorkha. Dans cette carte, vous voyez un peu plus facilement cette répartition dans les 2 grandes variétés de langue gurung. Et j'ai choisi cette carte car elle vous permet aussi de voir quels sont les autres groupes ethniques qui sont environnants, qui sont voisins des gurung et en particulier des gurung orientaux dont je vous parlerai. Il existe aussi une étude très intéressante, celle de Swainson de 2015, qui a donné la possibilité de tracer des isoglosses qui ont mis en évidence que les dialectes occidentaux et méridionaux de la langue gurung sont très différents de ceux orientaux. Il y a en effet une intelligibilité qui est réduite entre les groupes orientaux et les groupes méridionaux et occidentaux. C'est quelque chose de très intéressant car les locuteurs même ont une conscience de cette différence. Swainson a réalisé en 2015 une étude et en collectant 325 items dans et auprès des communautés que vous voyez représentées sur cette carte. L'année dernière, j'ai proposé la même liste à la PRAC qui n'avait pas été étudiée par Swainson. Malheureusement, je n'ai pas les compétences pour analyser convenablement les données linguistiques que j'ai collectées. J'ai pu proposer cette liste à un seul locuteur, donc la validité de cette collecte est en quelque sorte presque nulle, car avec un seul locuteur, c'est très difficile de pouvoir dire quelque chose. Mais grâce à lui, j'ai pu en quelque sorte, on pourrait dire, confirmer ou confirmer ce que Swainson a mis en évidence pour ce qui concerne la diversité de la variété de langues parlées à la PRAC de celles plutôt étudiées qui sont plutôt vers l'ouest. On entre maintenant dans le vif de cette présentation. Le village de la PRAC, vous le voyez dans cette image, vous le connaissez car en 2015, le Népal a été pris par un tremblement de terre très fort qui a eu comme épicentre le village de la PRAC. En effet, dès l'année suivante, grâce à une collaboration avec des organisations australiennes, je crois, on a pu reconstruire un nouveau village, le Naya la PRAC, à une altitude beaucoup plus haute, c'est autour des 2800 et 2900 mètres d'altitude. Mais encore aujourd'hui, la population habite dans le vieux Laprak, même si, comme vous le voyez dans l'image précédente, il y a encore des problèmes de reconstruction. J'ai rencontré le village de Laprak grâce à un projet de reconstruction de leur système hydraulique que j'ai commencé avec une association de la Vallée d'Ost et qui m'a permis aussi de commencer ce nouveau terrain de recherche dans ce village. Pour vous donner quelques informations plus précises sur la communauté gurung de la PRAC, je peux vous dire que le village de la PRAC est un village très particulier. Il est construit, on pourrait dire, dans la verticalité. Il est situé entre les 2200 mètres et les 2800 mètres d'altitude. Comme vous le voyez, il y a 15 quartiers qui s'appellent Ta, dans la variété gurung locale. C'est un village qui est très intéressant car il est essentiellement monethnique. Il est habité principalement donc par la communauté gurung et par un petit groupe de familles qui appartient à la caste dite intouchable des Kami qui habitent dans une partie séparée du village, le Kami Ta. Pour ce qui concerne plus précisément les gurung qui habitent à la PRAC et en général les gurung orientaux, ils font partie du regroupement dit Charjat des 4 clans, qui est composé par ces 2 paires de groupes Exogam, Gale Godane et Lama Lamichane.
quelques informations sur l'économie. C'est principalement une production agricole. Il y a du pastoralisme, de transhumance, ce qui signifie qu'à partir du mois d'avril, normalement, les personnes et les troupeaux montent dans les grottes, dans les hauts pâturages, et ils redescendent dans le village le mois de fin septembre et au début octobre. Il y a bien évidemment du tourisme, car la Prague se trouve sur la voie de trek pour rejoindre le camp de base du Manaslu. Pour ce qui concerne la religion, qui est ce qui nous intéresse tout particulièrement, nous pouvons dire qu'il y a un syncrétisme dans le village de la Prague. C'est un système qui se trouve au confluent de traditions qui sont plurielles. Il y a du bouddhisme, de l'hindouisme, et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est ce lien entre de l'animisme et du chamanisme. C'est intéressant de mettre en évidence que le village de la Prague se trouve dans le bastion de la culture indo-népalaise, c'est dans le district de Gorka, donc il y a eu une influence très forte de l'hindouisme sur le développement de cette base syncrétique de la religion des Gurungs orientaux. On peut parler de sanskritisation, ou je dirais plutôt de népalisation, une influence très forte sur la culture, donc locale qui vient de ce contact avec les groupes indo-népalais. Et j'aimerais mettre en évidence cette notion de Jangali Dharma. C'est Santabir Lama Tamang, un intellectuel des années 50-60 qui a utilisé la notion de Jangali Dharma, donc une religion sauvage, une religion qui s'ouvre vers le monde de la nature et de l'animisme, en écrivant dans une période qui précède les années 90, quand il y a eu des revendications ethniques très forte, mais Santabir Lama Tamang a été un des précurseurs dans les années 60. Il nous dit que dans les années 50-60, il y avait une difficulté à trouver des lamas, des prêtres bouddhistes, et de cette façon, de nombreuses communautés de langue tibéto-birmane, dont les Gurungs orientaux, ils se tournent vers cette approche liée à la nature qu'il définit Jangali Dharma. Et c'est quelque chose de très intéressant pour nous et qui m'a beaucoup aidé à mieux comprendre le système chamanique que j'ai pu étudier à la Prague. Alors, comme je vous ai dit, les données ethnographiques recueillies par la plupart des chercheurs qui ont travaillé auprès des Gurungs se sont focalisées principalement autour des communautés occidentales. Et la littérature ethnographique qui concerne les Gurungs, on nous propose deux principaux types de praticiens rituels, le Kliempring et le Pakyu. Donc, d'un côté, il y a cette sorte de dichotomie entre ces deux praticiens rituels. Le premier, il conduit les âmes des morts au pays des morts. Il dirige les sacrifices du village et il développe une relation particulière avec le monde divin et en particulier avec les divinités du terroir et avec des divinités de lignage. Le Pakyu, de l'autre côté, il est plutôt le spécialiste des exorcismes. Il rappelle les âmes qui se seraient perdues ou qui auraient été enlevées par des êtres surnaturels, et il développe des relations qui touchent principalement le domaine des esprits malfaisants ou des divinités d'ordre inférieur. Ce qui m'a surpris quand j'ai commencé ma recherche à la Prague est que cette subdivision ne semble pas exister à la Prague, mais à la Prague et auprès des Gurungs orientaux, il n'y a que une seule figure, un seul praticien rituel qui jouerait les deux rôles qui ont été décrits principalement dans la littérature ethnographique des Gurungs. Et ce praticien rituel, il est dénommé Dum. C'est un terme très particulier qui m'a beaucoup questionné au début, car je ne savais pas si je comprenais convenablement ce que mes informateurs me communiquaient, car dans la littérature, on sait que chez les Gurungs, il y a les Kliempring et les Pakyu, pas des Dum. J'ai commencé donc à chercher à comprendre ce que ce Dum, ce que ce chaman fait à la Prague. Il est bien évidemment
un médiateur. Il fait de la communication entre les humains et les non-humains. Il travaille principalement avec des esprits des morts qui sont définis Shipta à la Prague. Il entre en relation avec des esprits de la forêt, les nains Mongli. Il peut faire des sacrifices sanglants qu'il définissait en Lapraki. Et il lutte souvent contre différents types de sorciers qu'il définit Mongli. Un aspect que je n'ai pas encore pu mettre en évidence car ça ne m'intéressait pas au début de mes recherches, mais que je pense étudier au cours de ma prochaine visite à la Prague, est lié au fait que le Doom, il interviendrait aussi dans le rituel funéraire, ce qui est assez particulier pour ce qui concerne tout le domaine du chamanisme et la tradition que je connais mieux du Jakri chez les Indo-Népalais et dans tout le Népal. À côté des Doom, il y a aussi d'autres praticiens rituels. Il y a le Jaisi, il y a le Dami et il y a le Lama Bomp. Le Lama Bomp, je n'en ai pas encore pu rencontrer. On m'a dit qu'il s'agit d'un prêtre bouddhiste non célibataire qui accomplit différentes cérémonies d'ordre supérieur, mais notamment il s'occuperait des rites de naissance et des rites funéraires. Je vous fais un panorama très rapide sur les deux autres praticiens rituels, le Jaisi et le Dami. Et ensuite, on parlera plus longuement de la tradition du Doom. Le Jaisi peut être considéré comme un expert en divination et en astrologie. Il joue un rôle central dans la vie du village car les personnes qui ont un problème, c'est auprès du Jaisi qu'ils demandent à une première intervention. Son objectif, son travail principal est de découvrir les causes des malheurs qui touchent les habitants du village. Il peut intervenir lui-même dans certaines occasions. Il peut faire des offrandes pour apaiser des esprits. Par exemple, en Gurung, on appelle ça chwe, et en Lapraki, dans la variété locale de Gurung. Et sinon, il peut orienter les individus vers d'autres praticiens qui seraient plus aptes à résoudre son problème, le problème qui s'est manifesté. Il réalise principalement de la divination. Le terme Lapraki pour la divination est le, qui signifie regarder, voir, et le Jaisi que vous voyez dans cette image, Jitraj Gurung, il m'a dit que normalement il y a deux types de divination, le Nadile, où le praticien tâte le pouls du patient et il interroge sur les causes qui ont pu déclencher la maladie ou le problème, et le Manle, qui serait plutôt une divination qui est effectuée en utilisant du riz pour enseigner sur l'équilibre des planètes dans Chakra. Là, c'est très intéressant car vous voyez de quelle façon le Népalais entre de façon prépondérante dans la pratique du Jaisi. Et vous le voyez aussi sur les deux types de manle que je vous ai présentés ici, le Saitle, qui dériverait du Népalais Sayat, qui signifie le temps propice, Kalle, encore une fois, c'est lié au cycle du temps. Et c'est très intéressant donc de voir cette influence indo-népalaise qui entre dans la culture de la Prague. L'année dernière, j'ai pu suivre Jitraj Gurung dans le Chwe, dans les offrandes faites pour le Naga Panchami. Et ensuite, il m'a donné la possibilité de documenter, de photographier un tiers des manuscrits qu'il utilise pour réaliser ces rituels. Il m'a dit que les manuscrits suivants, il me permettra de les photographier quand je repasserai au village. Donc, cette année, j'aurai la possibilité de continuer à photographier ces manuscrits. Est-ce qu'on peut montrer rapidement une vidéo? Mais je ne suis pas capable de la projeter. Alors, tu l'as déposé où? C'est dans le fichier que j'ai ouvert sur ton...
C'est peut-être ça. Ah, pardon, Ah. non. C'est Paris Associé. C'est ça, je crois. C'est dans Gurung vidéo. Je vous en montre seulement un, car on est un peu en retard. Le premier. Ah, non, pardon. C'est Suja ici, pardon. On peut regarder la divination 2. Je vous en montre qu'un. Là, vous voyez... Ah, c'est pas encore partagé, pardon. Et on est parti. Voilà, ici, vous voyez un exemple d'un manlet de cette divination qui est réalisée en utilisant des graines de riz, en récitant des formules qu'il a écrites sur ses manuscrits. Il est en train de faire ressortir la cause du mal au dos, mais d'une personne qui était allée chez lui pour de la douleur au niveau des côtes et du dos. Il a découvert que c'était une attaque d'un chaman, d'un sorcier, pardon. Donc, il a adressé cette personne à aller rencontrer un doom pour qu'il puisse le soigner convenablement. Tu veux aussi montrer l'autre vidéo? Mais je pense qu'on n'a pas trop le temps. J'ai déjà préparé quelque chose de trop long, je pense, donc je préfère... Okay. Je vous en montrerai d'autres plus tard qui sont plus intéressantes, je trouve. Ah oui, je n'ai pas travaillé véritablement et auprès des Jaisi car je me suis focalisé auprès des Dooms. Je n'ai pas eu le temps de analyser les manuscrits qu'il m'a permis de photographier. Donc, je ne saurais pas véritablement vous expliquer de quelle façon il fait ça. Je connais plutôt la divination chez les Indo-Népalais, mais pas à la Prague, désolé. Alors, je peux avancer. L'autre praticien rituel que je vous présente très rapidement est le Dami. Le Dami, c'est déjà un terme très typique du contexte culturel indo-népalais. Il est un praticien rituel qui accomplit des cérémonies auprès des Devitans. Les Devitans sont ces petits sanctuaires. Vous en voyez un ici sur la droite et l'intérieur du Devitan de Jal Devi, une divinité donc féminine rattachée à l'eau. Sont des petits sanctuaires qui sont disséminés dans le paysage naturel qui entoure le village. Et nous verrons qu'ils ont un rôle très important pour pouvoir définir la séparation entre le domaine anthropisé, culturel du village et le domaine de la sauvagerie. Dans ces sanctuaires, il y a principalement des divinités qui seraient féminines, sont liées au territoire et elles seraient liées principalement à la nature et aux éléments. Mais cette année, j'aimerais faire un recensement de tous les Devitans qui sont présents à la Prague. L'année dernière, j'en ai visité 10, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Le Dami, donc, il a la possibilité de faire des offrandes et des cérémonies dans ses Devitans et il peut aussi réaliser des offrandes au loup, donc pour apaiser ces divinités du sol, si vous voulez. Nous passons maintenant au sujet que je pense être le plus intéressant pour cette présentation, c'est la tradition du Doom à la Prague. Je vous ai dit déjà que ma première sensation quand on m'a parlé de ce praticien rituel auprès des Gurung est la surprise, car je ne m'attendais pas de trouver ce terme dans une communauté de Gurung orientaux. Et en effet, la première question que je me pose est ce problème linguistique. Donc, pourquoi auprès des Gurung orientaux, on ne parle pas de PAQ et de Kiembri, mais on parle de Doom? Pour chercher
à résoudre cette question, cette interrogation, j'ai décidé de commencer à lire la littérature ethnographique des communautés qui sont voisines au Gurung. Et en effet, en lisant la monographie de Winding sur les Kakali, j'ai trouvé le terme d'homme qui étymologiquement est le même que celui que j'ai collecté à la Prague, mais localisé dans le Bas-Mustang, donc assez éloigné par rapport au district de Gorka. Winding, il nous dit que les Kakali ont un dôme et il l'appelle aussi Ayolama. Plus récemment, j'ai eu l'occasion de lire l'ouvrage de Charles Ramble sur l'ère de Patchgown et de Tak. Ramble, il nous dit aussi que le prêtre du village chargé de la propitiation des dieux locaux dans ces terres du Bas-Mustang s'appelle Drom et il nous propose deux étymologies. Il nous propose comme étant celle plus valide, une dérivation du sanskrit qui signifierait barde errant. Et dans une note, il nous dit qu'on peut trouver aussi une relation étymologique avec le mot tibétain pour indiquer le bar, qui se prononcerait Drung au Tibet central et Drum dans les dialectes du Mustang, et il rattache la forme collectée par Winding à ce groupe de mots qui serait arrivé dans le Bas-Mustang. On le verra plus tard. Il nous propose cette montée du sud du mont indien Drom qui se serait installé dans l'ère du Bas-Mustang. J'ai trouvé très intéressant de trouver auprès d'une autre communauté de notre groupe ethnique qui parle, mais tout de même, une langue classée dans la Bodic Division, donc avec la langue Gurung. Et j'ai trouvé très intéressant aussi dans cet article qui est une review de l'ouvrage de Winding, où Gainsleigh, il nous dit que la tradition du dôme est très fascinante et qui permet de créer des liens entre les Takali et leurs voisins et les cultures tribales, donc voisines, dont les Gurung, très clairement. J'ai continué donc à lire un peu de la littérature autour du dôme. Je vous montre ici quelles sont les caractéristiques qui ont été mises en évidence par Winding. Il nous dit que le dôme serait rattaché à une tradition pré-bouddhiste du bon noir, en relation donc étroite avec la figure indo-népalaise du Jakri. Il nous dit dans une note que probablement le dôme peut être l'homologue du Kliempri et du Pakyu des Gurung. Donc, j'ai retrouvé le lien que je cherchais pour comprendre pourquoi il y a cette figure du Doum présent auprès des Gurung orientaux. Et même les caractéristiques que Winding nous donne pour le dôme sont très similaires à celles que j'ai pu collecter auprès des Gurung orientaux de la Prague et la tradition du Doum que j'ai observé dans ce village. Winding, il nous dit que contrairement au Jakri, le statut du dôme, il serait plutôt lié à une descendance patrilinéaire. Et c'est vrai aussi pour le Doum des Gurung orientaux. Il nous dit que si le Jakri indo-népalais peut incorporer des êtres surnaturels ou des divinités pour entrer en transe, le Dôme, il n'a pas cette possibilité. Et il semblerait être valide aussi pour les Gurung orientaux auprès desquels je travaille. Et enfin, il nous dit qu'une fonction importante du Dôme est d'intervenir dans des cérémonies funéraires, et c'est ce qu'on m'a dit aussi pour les Gurung orientaux et que j'espère pouvoir mieux approfondir au cours de mon terrain de recherche de cette année. Pour vous dire quelque chose donc sur le Doum de la Prague, j'ai décidé de vous présenter principalement les deux catégories de Doum qui sont présentes dans le village de la Prague auprès des Gurung orientaux. J'ai travaillé principalement avec deux Doum de la Prague qui habitent dans la partie basse du village.
Un, vous le voyez, est représenté ici dans cette photo, Tisman Gurung et l'autre Pogri Gurung. Ces deux chamans, ils m'ont dit qu'il existe deux grands groupes de Doum auprès du village de la Prak. Le premier qu'il appelle Tsawe Doum, qui signifierait le Doum ou le chaman le plus fort, et l'autre, le Tsan Doum, dont je vous parlerai plus tard. Le premier, il a aussi été défini comme étant un chaman, un doum qui appartient à la première branche car il obtient les connaissances chamaniques à travers une transmission héréditaire au sein de sa propre famille, à travers cette cérémonie qui s'appelle Doum Yue. Je commencerai donc à vous présenter très rapidement cette initiation traditionnelle de ce premier type de chaman. Je vous présente donc cette cérémonie, le Doum Yue, qui signifie faire ressortir un nouveau chaman. C'est une initiation qui se réalise à l'intérieur d'une famille. C'est une initiation par héritage, c'est si nous voulons la classer. À la mort d'un chaman, son esprit, il va choisir un des descendants. Normalement, c'est son petit-fils, donc on saute une génération, et il le choisit en le faisant trembler. Quand ce jeune candidat tremble, il signifie qu'il a été choisi par par l'esprit du chaman décédé à l'intérieur de sa famille pour qu'il obtienne les connaissances chamaniques. À ce moment, il est nécessaire de faire appel à un jaisi, qui est notre expert de divination, qui va fixer une date convenable pour réaliser cette cérémonie qui permet de faire ressortir ce nouveau chaman. Il va organiser aussi les offrandes. Il discute avec le Fai Kalak. Le Fai Kalak serait un regroupement de tous les chefs de famille qui appartiennent à une unité domestique patrilinéaire qui se rattache à un même clan. Je pense que c'est une particularité de la Prak, car je n'ai pas trouvé ce terme dans la littérature qui concerne les Gurung. Le Fai Kalak a un grand intérêt de faire ressortir un nouveau chaman à l'intérieur de son propre clan, et a aussi un intérêt de collaborer ensemble, car ça coûte très cher d'organiser un Doum Yue, une cérémonie. En effet, comme vous le voyez, chaque unité patrilinéaire doit préparer un grand nombre d'offrandes, du riz, de l'alcool, des fleurs, des roupies. Il faut aussi chercher un ingrédient particulier qu'on trouve dans la forêt, c'est le sang, c'est une sorte d'encens naturel. Et la particularité, c'est que pour trouver cet ingrédient, seulement les beaux-fils de la famille proche du défunt peuvent se rendre dans la forêt pour chercher cet ingrédient. Une fois que ces offrandes sont collectées, on peut organiser une cérémonie qui a comme objectif de faire ressortir le chaman. Les participants à cette cérémonie sont une assemblée de Doum, donc il faut faire appel à un groupe de chamans qui vont accompagner le candidat qui sera choisi par le La du défunt. Donc il y a une assemblée de chamans. Il y a, vous le voyez dans la disposition, dans la pièce de la maison de la personne qui est morte. Il faut réaliser cette cérémonie dans la maison du chaman décédé. Il y a bien évidemment le chef de la famille, il y a les fils et les petits-fils du chaman qui est décédé. Et il y a les autres membres de la famille qui font partie du Fai Kalak, et il y a aussi notre jaisi, notre expert de divination. Encore une fois, on commence cette cérémonie par des offrandes. À un certain moment, il y a le La du chaman qui va choisir le candidat. Notre candidat va trembler. J'ai résumé très rapidement ce qui se passe. C'est ce tremblement rituel qui amène ce jeune candidat au centre de la pièce. Il attrape les poutres de la pièce car il veut signifier qu'il veut monter sur le toit. Il peut grimper donc avec une échelle sur le toit de la maison où la cérémonie est organisée, cette verticalité. Et sur le toit de la maison, toujours en tremblant, il parle avec les tchètes qui seraient les groupes des ancêtres qui vont lui transmettre des connaissances chamaniques.
Après cette expérience, il doit commencer une période d'apprentissage auprès d'un des dooms qui ont assisté à la cérémonie. Qu'est-ce qu'il se passe quand le jeune candidat ne tremble pas? S'il là, on ne choisit pas un candidat parmi ceux qui sont présents à l'intérieur de cette maison. Premièrement, il y a l'intervention du Jaisi qui va effectuer une divination pour demander quels sont les problèmes à l'intérieur de la famille qui ont créé cet échec rituel, qui ont empêché au là, du défunt, de choisir un candidat. C'est une divination qui s'appelle Otale, qui signifie regarder, faire une divination en regardant le foie d'un animal qui a été sacrifié par les dooms. En effet, les dooms, ils réalisent ce sacrifice sanglant d'un mouton ou d'une chèvre et ils interrogent les Chet, ses ancêtres, pour savoir quels sont les problèmes. On peut aboutir à un résultat positif. Donc, si les Chet acceptent de soutenir le là dans le choix d'un futur candidat, ou sinon, si à l'organisation d'une autre cérémonie pour faire ressortir un chaman, encore une fois, il n'y a aucun candidat qui tremble, alors il faudra arrêter car le là, il ne veut pas transmettre les connaissances à aucun des membres de sa propre famille. Dans le cas, par contre, si la cérémonie a un résultat positif, il faut passer ensuite à la construction du tambour ungo. C'est un tambour qui sera un instrument le plus utilisé par le chaman dans son travail successif. Le tambour, il est nommé d'après le nom du membre des ancêtres qui lui a parlé quand il se trouvait tremblant sur le toit de la maison. Et 2 jours après donc la construction de ce tambour, il y a une cérémonie qui vise à activer et à rendre opératif ce tambour. Là, nous avons vu ce qui se passe dans le contexte d'une élection, une initiation traditionnelle par héritage. Mais je vous ai dit qu'il y a un autre type de chaman qui s'appelle Tsandum. Et dans ce cas, ce n'est plus à l'intérieur de la famille que ces connaissances sont transmises, mais c'est une élection qui est réalisée par les esprits de la forêt. Il y a toujours la même... Au début, il y a tous les symptômes de cette maladie initiatrice. Il y a le tremblement rituel, un comportement bizarre. Le jeune homme ou le jeune candidat peut se réfugier dans la forêt, peut vivre pendant plusieurs jours à l'extérieur du village. Il a souvent des rêves très violents. Le Jaisi interprète tous ces comportements comme étant un appel des Shipta et en particulier des Sapta Shipta. Alors, qui sont les Shipta? Les Shipta sont les esprits des personnes décédées de façon inattendue quand elles se trouvaient à l'extérieur du village, quand elles se trouvaient dans ce que j'ai appelé le monde de la sauvagerie. Ces personnes ont eu un rituel funéraire, mais leur corps n'a jamais été retrouvé. Donc, ils gît quelque part à l'extérieur du village et leur esprit, leur là, il est resté ancré au lieu de leur mort et il préside les lieux extérieurs. Ce sont ces êtres qui peuvent appeler un candidat à l'intérieur du village pour lui transmettre des connaissances chamaniques, à l'extérieur, bien évidemment, de leur propre famille. Ils peuvent donc appeler un candidat et faire émerger de manière autonome, sans un héritage direct, le savoir chamanique, et notre candidat, il doit ensuite choisir un mentor, un autre chaman, pour pouvoir affiner ces connaissances qui lui sont transmises par ces esprits de la forêt. Je me suis questionné sur le nom, Tsandum, sur le terme Tsandum, et j'ai rattaché cette forme Tsan au Tamang Chen, et en particulier en lisant la monographie écrite par Eufer, les textes rituels des Tamang,
il m'a permis de mieux comprendre qu'est-ce qu'il signifie Tsandum, pourquoi il y a cette référence précise avec le monde de la forêt, avec le monde de la sauvagerie et de la haute montagne. En effet, Hoefer, il nous dit que le terme Chen, c'est le terme qu'il a collecté chez les Tamang, est étymologiquement identique, mais conceptuellement différent du terme en tibétain Chan pour indiquer une catégorie de démons. Chez les Tamang, par contre, il s'agirait d'une catégorie d'êtres féminins semblable à des fées qui seraient rattachées au domaine de la botanique de certaines fleurs qui portent des vêtements qui sont très beaux, des joyaux, et qui seraient rattachés à des plantes qui sont présentes dans la forêt. Hoefer, il nous dit aussi que cette catégorie d'être surnaturel peut aussi être rapprochée à la figure du chasseur sauvage. Il nous dit que dans le Tibet central, il y a une figure de démon qu'il rattache à la figure du chasseur sauvage qui habite dans la montagne et qui est souvent représenté comme lançant des flèches vers le ciel. J'ai cherché ensuite dans des dictionnaires de tibétain. Je vous ai montré ici une définition pour cette forme Tsan. J'ai trouvé cette référence, j'en ai d'autres, mais nous n'avons pas le temps de les lire, je crois, car je suis déjà très en retard, j'imagine. Je ne regarde pas l'heure pour éviter de mettre de la pression. Dans ce dictionnaire, par exemple, il s'agirait d'esprits qui habitent dans la montagne, un type d'esprits non humains qui vivent dans la montagne et qui peuvent entrer dans un oracle en transe et donc et en quelque sorte parler à travers cet oracle. C'est un peu la même fonction que ces Saptashipta ont dans l'initiation surnaturelle de cette catégorie de Tsandum, un Doom qui serait rattaché à cette catégorie d'être surnaturel. Il existe encore une troisième catégorie de Doom, de chamans. Nous avons vu donc un héritage traditionnel au sein de la famille. Nous avons vu cette élection surnaturelle des Saptashipta, le Tsandum, et il existerait un autre type d'élection surnaturelle qui serait accomplie par une figure qui s'appelle Nedum. Doom, c'est le terme pour indiquer le chaman. Le premier terme, né, je l'ai rattaché au tibétain na, qui signifierait forêt. C'est un chaman de la forêt. Encore une fois, c'est une élection chamanique qui ne se réalise pas à l'intérieur du village, qui est liée au monde des terres sauvages, de la haute montagne et de la forêt. Je n'ai jamais trouvé cette référence dans aucun ouvrage ethnographique qui concerne les Gurung. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il s'agirait d'une spécificité des Gurung orientaux? Est-ce que sinon, il ne serait pas un processus d'insertion d'éléments narratifs et rituels pan-népalais? C'est la figure du Banjakri, le Jakri, le chaman de la forêt. C'est même une tradition qui est transhimalayenne. Si on parle de l'Hindu Kush, chez les Kalash, il y a les Suchi, il y a des fées qui enlèvent des jeunes candidats pour leur transmettre des connaissances chamaniques. Si on se déplace vers le Sikkim, donc dans tout l'arc himalayen, il y a des narrations et des rituels d'initiation surnaturelle qui sont similaires, qui se réalisent dans la forêt, dans le monde sauvage, avec un enlèvement du jeune candidat pour qu'il acquiert des connaissances autres, si vous voulez. Pour chercher à comprendre cette initiation particulière, j'ai fait référence à l'ouvrage, à l'article de Ijima qui nous dit de considérer une ère culturelle himalayenne. C'est ce que j'ai mis en évidence en parlant d'éléments narratifs et rituels transhimalayens. Dans cette ère culturelle himalayenne, Ijima nous dit qu'il s'agit d'un mélange de hindouisme, de lamaïsme et de tout ce qui est lié à un animisme chamanique indigène.
Et selon lui, ce système serait un système syncrétique de pratiques rituelles qui propose cet amalgame complexe entre ces trois éléments, hindouisme, lamaïsme et les religions indigènes, animistes et chamaniques. Et bien évidemment, il y a la notion de Jangali Dharma que nous avons déjà vu au début de cette présentation de Santabir Lama Tamang qui nous dit qu'à un certain moment, vu que les gourous orientaux ne peuvent plus trouver des prêtres bouddhistes lamas, ils se tournent vers cette religion sauvage, ce Jangali Dharma lié aux terres sauvages. Alors, qui est le Nedum, cette figure qui initie ces jeunes candidats à l'extérieur de leur famille? Le Nedum est un être initiateur qui habite bien évidemment à l'extérieur du village, qui habite dans les terres sauvages, dans la forêt, dans les terres hautes, dans les hauts pâturages par exemple, où les gourous vont au cours de la période de la transhumance. Et cet être surnaturel, il enlève des jeunes candidats pour leur transmettre des mantras et des connaissances rituelles et chamaniques. Il existe une narration transhimalayenne, c'est ce que je vous ai dit, qui nous permet de rattacher la figure du Nedum, le chaman de la forêt, à son homologue, le Banjakri. Et nous retrouvons là sur la droite, je vous ai mis une petite série d'articles et de publications qui concernent ce type de initiation transhimalalienne qui se réalise dans le monde sauvage et qui se réalise selon le même modèle narratif expérientiel, un enlèvement soudain et inattendu par une agentivité surnaturelle qui accompagne sa victime humaine dans un état qui est souvent tout au moins onirique, dans un lieu autre, mais c'est souvent la haute montagne ou la forêt, afin de lui transmettre des connaissances chamaniques. Nous retrouvons ça dans le Bön tibétain. Il y a cette référence très intéressante de ce jeune homme tibétain qui a été enlevé par les esprits et qui a vagabondé donc avec eux pendant 13 ans, au cours desquels il a acquis des connaissances surnaturelles. Chez les Takali, encore une fois, on trouve cette fois-ci un Jakri qui a été enlevé par un Bhut, par un fantôme qui lui a transmis des enseignements. Si nous nous déplaçons dans la vallée de Katmandou, nous trouvons la figure du Banjakri et du Sunajakri. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec Umesh Kumar Rajbandari, ce Jakri Newar, qui m'a raconté que quand il avait 7-8 ans, il a été enlevé par le Sunajakri, un chaman au long poil doré. Suna, il signifie doré, qui l'aurait amené dans un monde autre à l'intérieur d'un petit étang où il aurait vécu pendant 14 mois et il aurait appris des connaissances. Chaque fois que je rencontre Umesh Kumar Rajbandari, il me répète que Sunajakri, les Malay Saba et Sikai. Le Sunajakri m'a tout enseigné. Ensuite, il a ramené dans l'univers des êtres humains et il a eu ces connaissances qui lui permettent d'être une médiation entre le monde des humains et des non-humains. L'enlèvement, ça se fait en rêve ou la personne disparaît réellement là où elle est? Alors, je n'ai jamais osé demander à d'autres personnes et à propos de la véridicité de l'enlèvement de Umesh Kumar Rajbandari, par exemple. Ce que j'ai pu mettre en évidence est que dans une grande partie des cas, ça se réalise dans des conditions de rêve ou de sommeil. J'ai une approche d'anthropologie neurocognitive où je cherche à nettoyer, entre guillemets, les éléments culturels pour pouvoir voir quelles sont les bases neurocognitives qui ont pu déclencher cette expérience, mais nous n'avons pas le temps d'en parler maintenant. Mais pour Umesh Kumar Rajbandari, il s'est passé quand il était bien éveillé. Donc, c'est un cas particulier, mais il y a d'autres attestations. Il y a Sidki, par exemple, qui a travaillé auprès des Jirel. Il rapporte dans ses 2 ouvrages des initiations qui se passent avec un jeune candidat qui tombe endormi dans la forêt
et ensuite, il vit cette expérience d'enlèvement et de transmission de connaissances chamaniques. On a atteint jusqu'à quelle heure? On a déjà terminé. On a 1 heure, et si tu veux résumer, Oui. on peut aussi ouvrir un peu pour la discussion. Oui. Oui, ça va. Je vois ce que je peux couper très rapidement. Je vous avais mis quelques références sur les expériences d'enlèvement par le Nedum au village de la Prague. Donc déjà, ça peut être une rencontre accidentelle. Là, par exemple, ce jeune Lapraki qui est en train de couper du bois dans la forêt, il entend la récitation d'un mantra, le rythme du tambourungo, c'est le Nedum qui effectue un rituel pour protéger son espace sauvage. Ici sont les trois expériences que j'ai pu collecter à la Prague. Je n'ai pas rencontré des chamans qui ont été initiés par le Nedum. Il y a cette première attestation qui est attestée dans un espace-temps un peu mythique, c'est dans l'imaginaire collectif. On m'a raconté qu'il y a très longtemps, un Doum a été enlevé par le Nedum. Il a vécu chez lui pendant plusieurs semaines, il a acquis de nouvelles connaissances et ensuite, le Nedum, il venait lui rendre visite dans sa maison à l'intérieur du village quand il dormait pour lui apporter des plantes et d'autres produits qu'il utilisait pour fabriquer des médicaments, par exemple. Il y a d'autres 2 cas qui sont plus facilement ancrés dans le temps. Ce jeune Lapraki qui aurait été enlevé pendant 4 jours pour apprendre ce mantra très puissant, mais il ne pratique plus le chamanisme car il habite sur Katmandou. Et une autre personne qui a disparu il y a 13 ans et on pense qu'il est encore en train d'apprendre les connaissances auprès du Nedum et quand il aura assimilé toutes les connaissances, il pourra revenir au village et il sera un Doum très puissant. Je passe un peu rapidement. Si on n'a pas une bonne mémoire, par contre, si on n'arrive pas à apprendre les connaissances que le Nedum veut nous transmettre, on peut devenir fou. On ne veut plus rentrer dans le village, on habite dans le monde sauvage, dans la forêt, et voilà qu'il se développe le mythe du Nami à la Prague. C'est ce Lapraki, par exemple, qui avait été enlevé par le Nedum. Il n'a pas pu apprendre les connaissances et les mantras que le Nedum voulait lui transmettre. Donc, il est devenu fou et il a pu réintégrer le village, mais il s'échappe toujours pour aller vivre dans le monde sauvage. J'avais encore très rapidement mis en évidence de quelle façon il est possible de situer cette frontière. Est-ce qu'on la voit véritablement, cette frontière entre le monde du village, mais celui qui est anthropisé de la culture, et le monde de la sauvagerie? Charles Ramboll, il nous donne une possibilité d'identifier dans la catégorisation dans le bas Mustang, le loup, le territoire cultivé, un domaine anthropisé, et le Rika, un domaine de la sauvagerie qui indiquerait pas tout simplement la colline ou la montagne, mais sémantiquement un univers qui n'est pas celui des territoires cultivés et du village. Et j'ai trouvé une même organisation de l'espace à la Prague. Donc déjà, les Divitan, ces petits sanctuaires qui parsèment les environs du village, sont une première frontière. Les Divitan protègent le monde anthropisé des attaques qui peuvent être conduites par des êtres surnaturels qui sont extérieurs, qui habitent dans l'univers de la sauvagerie. Il y a aussi les divinités de lignage qui jouent le même rôle, qui protègent le monde des humains et les terrains cultivés. Et en effet, à chaque fois qu'on laisse le village pour se déplacer à un autre village, il faut traverser cette frontière. Et quand on traverse cette frontière, il est nécessaire de réaliser un rituel. Là, vous voyez, j'ai mis en jaune la partie qui est en quelque sorte protégée par les Divitan, qui représentent le monde anthropisé.
du village et des terrains cultivés. Et sur cette frontière, là où j'ai mis ce cercle bleu, il est nécessaire de réaliser deux types de rituels. Un, je ne vous le montre pas, c'est pour chasser des esprits sorciers qui peuvent s'attacher à nos vêtements et nous suivre à l'extérieur du village. L'autre, qui est beaucoup plus intéressant, il s'appelle le Chwato Chat. Il se réalise là où j'ai mis cette référence en bleu. Et c'est un rituel qui vise à partager de la nourriture avec les êtres surnaturels qui habitent le monde sauvage. C'est une sorte de commensalité qui va se créer entre les humains et les non-humains surnaturels. À ce moment-là, on passe à travers leur domaine. On traverse leur monde à eux, où nous ne sommes pas invités. Et pour nous inviter, il est nécessaire de partager de la nourriture. On offre donc dans les 4 directions de la nourriture, vers le haut, entre guillemets, Mati, ils disent, vers la montagne, on va nourrir des Devi Deuta, des divinités d'ordre supérieur, des Shipta, ces esprits de personnes décédées dans l'univers sauvage, et bien évidemment le Nedum. Et on offre aussi vers le bas en disant Chus. D'un côté, c'est Chwe, j'offre pour partager. De l'autre côté, Chus, je offre pour apaiser. Sont d'autres êtres surnaturels qui sont sauvages, sont les Namongli, par exemple, qui habitent dans l'univers de la sauvagerie et qui peuvent nous attaquer si nous traversons leur monde. Il y a aussi d'autres êtres neutres, sont ces deux grosses pierres qui s'appellent les Déodas. Sont censés être 2 personnes qui dorment l'une à côté de l'autre. La première fois que je montais au village, j'ai voulu passer sur ces pierres et un ami m'a dit non, car là, ils sont 2 divinités. Donc, c'est très intéressant de mettre en évidence aussi de quelle façon ces êtres sont enracinés dans la morphologie même du territoire. Et j'arrive aux conclusions. Comme ça, on aura un peu de temps pour discuter. Je suis plus rapide probablement si je vous les lis, comme ça on garde quelques minutes. Il s'agit de matériel préliminaire, celui que je vous ai montré. J'ai voulu mettre en évidence une distinction importante au sein du chamanisme gurung tel qu'il est présenté dans la littérature ethnographique classique. Donc déjà, comme l'a noté Fischer, les chamanismes localisés ont souvent été abordés en soulignant l'importance des frontières ethniques et géographiques. De cette façon, la plupart des études qui ont été menées auprès de la communauté gurung occidentale ont mis en évidence un modèle spécifique qui repose sur la dichotomie que nous avons mise en évidence, le Klietri et le Pakyu, et qui serait constamment reproduit, ce qui le rendrait représentatif du chamanisme gurung dans son ensemble. Il est intéressant, par contre, de noter qu'auprès des gurungs orientaux, il n'y a pas ce modèle dichotomique qui est représenté, mais que cette dichotomie classique semble se fonder en un terme unique, Dum, qui est utilisé pour désigner la figure du chaman. Donc, afin de mieux comprendre ce cadre chamanique oriental, il serait intéressant de sortir du contexte d'analyse par différenciation qui a été proposé par les études précédentes pour mettre en évidence les continuités qui se développent au sein des croyances et des rituels des communautés tibéto-birmanes et en particulier de la Bodic Division des Tamang, Gurung, les Takali et Manang. En effet, déjà Winding le montre quand il écrit que ces populations ont pu appartenir à un seul groupe, une tribu proto-Tamang, Gurung, Takali. Cette hypothèse semble en quelque sorte confortée par une contribution de Charles Ramboll qui nous parle de l'ethnonyme C. Il nous dit que le terme C-Scod, il désignerait non seulement les populations non tibétophones de la haute Kaligandaki, mais aussi les communautés Gurung, Tamang et Manangi, et aussi Strickland, dans son étude sur les récits P, il nous dit que dans ces textes Gurung, le terme C, il est le seul utilisé pour se référer à l'ethnonyme Gurung. Donc, encore une fois, un autre élément qui nous permet de dépasser cette frontière ethnique très précise.
Ces observations, donc, ils soutiennent une continuité ethnolinguistique qui expliquerait la présence du terme Doum au sein de la communauté gurung orientale de la PRAC. Il y a bien évidemment la notion de syncrétisme qui est fondamentale, ce bouddhisme mélangé avec l'hindouisme et cet animisme local qui ressort de façon très forte dans la figure du Nedum. Et cette notion de Jangali Dharma qui nous a été proposée pour pouvoir comprendre ce qui se passe auprès des gurus orientaux quand le bouddhisme perd pied, quand il y a une influence de l'hindouisme très forte et qui nous permet, entre autres, cette notion de Jangali Dharma, du monde de la sauvagerie, du Nedum, du chaman de la forêt, de nous ouvrir dans une approche transhimalayenne qui nous permettrait de comprendre peut-être un peu mieux les organisations surnaturelles des êtres surnaturels et cet imaginaire surnaturel lié au monde de la sauvagerie. Et merci pour votre attention et désolé pour le retard.